Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il faut à tout prix que je vous parle de ce roman, Hurlement, qui est le nouveau bébé d'Alexis Lepsker, publié aux éditions Michel Lafon. Et alors, ce roman, il m'a tuée. C'est-à-dire que c'est un thriller qui est terrifiant, qui est glaçant. C'est un roman dans lequel il y a un niveau de violence et de souffrance complètement dingue, à tel point qu'on se dit mais comment l'être humain peut être capable de telles atrocités, d'une telle barbarie, comment on peut pousser les choses aussi loin. Je me suis même dit mais déjà, faut pas être tout à fait normal pour penser et imaginer un truc pareil. C'est assez dingue. Pour l'histoire, on retrouve un duo d'enquêteurs qui était déjà présent dans le précédent roman d'Alexis Lepsker, Les Poupées, roman que je n'ai pas lu, mais ça ne pose absolument aucun problème pour découvrir celui-ci. Voilà, si on n'a pas lu Les Poupées, c'est pas gênant, pas du tout gênant pour lire celui-ci. Il va quand même falloir que je lise Les Poupées parce que maintenant je suis très très intriguée, mais voilà, ça pose aucun problème. On retrouve donc un duo d'enquêteurs, il y a Olivia qui est psychologue, et puis il y a Victor qui est flic. Et on les retrouve tous les deux dans ce roman, dans lequel est retrouvée une femme qui avait disparu. Cette femme est retrouvée vivante, mais alors dans un état pitoyable. Elle a le corps mutilé. Et voilà, et sur lequel il y a des traces de tous les sévices qu'elle a subis pendant tout le temps où elle a été kidnappée. Et il s'avère que cette femme donc, qui avait été kidnappée l'a été par un serial killer kidnapper, qui détient encore 4 autres femmes. Donc va commencer une sorte de course contre la montre pour essayer de trouver qui est ce tortionnaire, qui est ce gros psychopathe, pour essayer de sauver donc les 4 autres femmes. Au-delà de ces 2 enquêteurs que je vous ai cités précédemment, il y a un troisième intervenant qui fait son apparition dans ce roman, un autre flic. Et j'ai trouvé le combo assez sympa du duo d'enquêteurs et de ce flic qui va pas très bien, mais je pense que tous les personnages de ce roman sont un peu cabossés et ça rend les choses que plus touchantes et en même temps plus intrigantes parce que ce fameux troisième flic, j'ai oublié son nom. Je vais vous le redire, je vais vous le trouver. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. D'Astrée. Je sais plus son prénom, mais c'est d'Astrée. Bref, ce troisième flic, on va comprendre qu'il cache quelque chose et qu'il y a une espèce de mystère comme ça qui l'entoure et qui va expliquer beaucoup de choses. En tout cas, c'est un espèce de page-turner incroyable. Le lecteur est tenu en haleine et clairement Alexis Lepsker ne nous épargne pas. Les pages défilent et en fait les chapitres sont courts et très incisifs. Et du coup les pages défilent à une vitesse, le rythme est puissant, ultra prenant, l'intrigue super, très bien pensée, complètement, enfin ça nous plonge dans la folie humaine, c'est un truc de dingue. Bref, voilà, il faut découvrir ce roman qui est assez dingue. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'à la fin il y ait une ouverture sur un éventuel prochain roman. En tout cas voilà, c'était vraiment super chouette, je peux que vous le recommander. On est complètement happé et c'est ultra bien fait. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé les petits clins d'œil aux copains du polar d'Alexis. Voilà, on retrouve notamment des clins d'œil à Olivier Norek, à Nicolas Lebel, à Takian aussi.
Bref, j'ai trouvé ça ultra sympa et c'est ce qui me plaît particulièrement dans ce milieu du polar. C'est que en fait c'est une bande de potes et c'est hyper bon enfant et voilà, et j'adore. Voilà, bref, foncez. Coucou, je vous retrouve pour ouvrir des petites bricoles qui étaient dans ma boîte aux lettres. Bonne lecture. Alors, comme s'il dormait, de Daniel Miller, chez Guild Press. Je sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir... Ça m'interpelle. J'ai pas du tout le souvenir d'avoir accepté ça, ou qu'on me l'ait demandé, qu'on me l'ait proposé, je sais pas. Bon, alors, la veille de Noël, un homme fait une terrible découverte au mystérieux domaine des Turner. Plongé au cœur d'une enquête criminelle jamais résolue, qui a bouleversé l'histoire de l'Australie du Sud. Le témoignage: la famille Turner a été retrouvée morte dans son jardin le 24 décembre 1959 par un certain Percy. Comme endormis, les circonstances de leur mort sont particulièrement mystérieuses. Que s'est-il passé? Qui aurait pu en vouloir à cette famille sans histoire? La police enquête, mais les indices sont bien maigres dans l'ambiance chaude de l'été australien. En voyant Madame Turner étendue sur la couverture, Percy s'empourpra, comme s'il l'avait délibérément surprise dans cette posture. Ce groupe assemblé sous le sol avait un caractère intime, vulnérable, toute une famille plongée dans le sommeil, les restes de leur déjeuner encore éparses entre eux, assiettes et gobelets, croûtes de sandwich et miettes de gâteau. C'est alors qu'il fut frappé par l'immobilité de la scène, cela ne semblait pas tout à fait naturel. Il ôta son chapeau, par la suite il se demanderait ce qui précisément l'avait poussé à faire ce geste. Il avait conscience du bruit de sa propre respiration, de l'air qui entrait et ressortait de sa cage thoracique. Il s'avança vers Madame Turner et s'agenouilla près de sa tête, mouillant un doigt. Il le lui tint sous le nez dans l'espoir qu'elle le rafraîchirait par son souffle. Il constata que son doigt tremblait. Il détourna les yeux vers le lointain comme si cela allait aider, comme si, en concentrant ses sens, il pourrait la forcer à respirer. Rien, absolument rien. Il va falloir que je replonge dans mes mails parce que ça ne me parle absolument pas et je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout d'où ça vient. Alors là, c'est écrit le duc. Enfin, c'est... Bon, je sais pas. Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Bon, faut quand même que je vous dise que j'ai eu un espèce de petit fou rire ce matin par rapport à ça. Parce qu'en fait, ça n'est pas du tout un livre. C'est un carnet vierge. Ce qui m'a laissé tout aussi perplexe que je l'étais déjà. Et donc, en fait, il y avait aussi joint une feuille de recherche Google par rapport au meurtre famille Australie Turner. Et voilà, je n'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire de ça. Est-ce qu'on nous invite à devenir journaliste, enquêteur et à... Je sais pas. Ça reste un point d'interrogation. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais je vais percer le mystère. Je vais me renseigner de ce pas sur Instagram et tutti quanti et je vais essayer de percer ce mystère. Voilà. Ensuite, un paquet qui nous vient des éditions de l'Observatoire.
Ah oui. Résistance 2050 de Amanda Sterz et Aurélie Jean. Ouais, ça c'est cool, je suis bien contente. Alors, je vous lis la 4e de couverture. En 2050, une grande partie des pays du globe encourage sa population à s'équiper d'une puce cérébrale qui augmente les capacités intellectuelles de chacun, prévient les maladies, anesthésie la douleur, apaise, réveille, endort, qui transforme les individus en ordinateurs, et les met donc à risque d'être piratés, d'échapper à leurs propres raisons. Cette invention a été couronnée d'un Nobel, elle est le fruit de recherches d'un couple français, H et Chloé. Lui est proche du pouvoir, elle se met à douter, car le visage qui incarne la résistance française est celui d'Ouna, une artiste que Chloé a connue et aimée. Quand les deux femmes se rencontrent, le pays est au bord de la guerre civile. Le sud de la France et la Bretagne sont des zones libres, prêtes à en découdre pour protéger leurs enfants. Mais le gouvernement a d'autres préoccupations, il semble qu'une force non identifiée s'approche peu à peu de la Terre. Amanda Sterz et Aurélie Jean se projettent dans un roman dystopique où les craintes qui naissent aujourd'hui sont incarnées et poussées à leur apogée. Un rythme frénétique et des personnages jubilatoires. J'ai hâte. De manière générale, les dystopies m'intéressent beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Et il y avait aussi Petite vengeance ou les trahisons positives dans le couple de Jean-Claude Kaufmann. Toujours aux éditions de l'Observatoire du coup. Et si l'on se vengeait secrètement de notre partenaire pour pouvoir l'aimer davantage? Le sociologue Jean-Claude Kaufmann décrypte avec humour et érudition nos petites mais salutaires vengeances du quotidien. La vie à deux suscite 1000 agacements, 1000 exaspérations, souvent pour presque rien. Entre l'espace de l'autre à respecter et sa propre identité à défendre se joue une bataille rangée. Les armes? Les petits coups bas et légères mesquineries de tous les jours qui soulagent sans faire de mal à l'autre. Le réveiller en faisant mine d'être désolé, passer l'aspirateur pendant son match de foot à la télé, grignoter ses bonbons en cachette. Dans cette enquête aussi minutieuse qu'amusante, Jean-Claude Kaufmann analyse l'art de la guerre de ce Machiavel en pantoufles que nous sommes peut-être tous. Des petites vengeances peu glorieuses, c'est certain, mais pour le sociologue, elles sont une alternative majeure aux crises ouvertes et aux séparations, donc une paradoxale et salutaire thérapie de couple. Voilà, ça a l'air assez sympa, ça a l'air plutôt drôle, donc voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir découvrir celui-là. Et j'en ouvre un dernier. Encore un petit coucou. Ça nous vient de chez Albin Michel. Ah oui, ça me revient. Les cartographes de Peng Sefer. Alors, un thriller fantastique, un immense plaisir de lecture mené tambour battant. La carte est le territoire. Si vous falsifiez la carte, vous modifiez le territoire. Cela fait 30 ans que Neil a perdu sa mère. Et voilà maintenant que son père, le docteur Young, un célèbre cartographe de la New York Public Library, est retrouvé mort dans son bureau. Elle l'adorait et voulait prendre sa suite, mais la famille, c'est parfois très compliqué. En fouillant dans les affaires du défunt, elle trouve, bien cachée, une carte routière. Neil se souvient parfaitement de cette maudite carte. Elle lui a valu une engueulade homérique et lui a coûté sa carrière auprès de son père. En reconstituant cet événement avec un regard neuf, elle ne tarde pas à se rendre compte que le document comporte une erreur singulière, une signature pour ceux qui sont initiés à l'art de la cartographie. Pour percer ce mystère, la jeune femme contacte certains amis de ses parents. 30 ans plus tôt, ils formaient un groupe de 7 personnes très soudées, les cartographes. Qu'ont-ils découvert? Quels crimes ont-ils commis contre la réalité? Voilà, ma foi, ça va changer de ce que j'ai l'habitude de lire et je trouve ça assez sympathique. Il y a quand même pas mal de pages, il fait 470 pages, donc voilà, je vais essayer de lui trouver une place dans mon planning. Avril, ça va être un peu short, mais qui sait, si je carbure, il y a moyen. Voilà, sur ce, je vous abandonne et je vous retrouve un peu plus tard.
il faut que je vous parle du dernier roman de Christelle Duchamp que j'ai terminé et que j'ai vraiment trouvé plutôt pas mal. J'ai été complètement surprise par la fin, à laquelle je ne me suis pas attendue une seule seconde. Donc pari gagné pour Christelle Duchamp, je vous en reparle très vite. Hello! Je vous retrouve pour ouvrir encore des petites choses qui étaient dans ma boîte aux lettres. Alors, l'appartement du dessous de Florence Herlemann. C'est aux éditions Charleston Poche. Désolée pour les reflets. Ah voilà, il fait partie de la sélection du prix des lectrices Charleston, la 4e de cours. Je ne me présente pas tout de suite, je m'expliquerai plus tard sur cette volonté que j'ai, parfois, de faire valser les usages. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Dans le petit immeuble parisien du Marais, où elle vit depuis des lustres, Hectorine, 103 ans, voit un jour l'appartement du dessus, investi par une nouvelle voisine. Pour souhaiter la bienvenue à Sarah, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant peu à peu une incroyable traversée du XXe siècle entre le Cabourg de la Recherche, le Berlin du Troisième Reich et le Paris de l'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres? Un jour, vous saurez. Promet la centenaire à Sarah qui se prend au jeu, intriguée par cette voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Un roman épistolaire insolite, véritable hymne à la vie, à la transmission et à l'amitié entre générations. Trop cool, ça donne envie. Voilà un roman que je lirai prochainement dans le cadre du prix des lectrices Charleston. Next. Wow, ça tombe. Tadada! Cela nous vient des éditions Michel Lafon. Donc je sais ce que c'est. J'ai vraiment une coiffure, je me suis attaché les cheveux à la va-vite, c'est une... ça ressemble à rien. On s'en fout. Il s'agit du nouveau roman de Laure Manel, Ce que disent les silences. Toutes les familles ont leurs secrets. Tac. Il y a un joli marque-page dedans et il est dédicacé. Trop cool. Je suis contente. Alors, 4e de coup. Le ciel était étrange. Je suis perturbée par ma tronche là-dessus. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Tadada, voilà. À la mort de son père, Adèle découvre chez lui des lettres dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère alors qu'elle n'avait que 4 ans. Mue par un irrépressible besoin de découvrir la vérité, Adèle quitte Paris pour se rendre là où se trouve certainement la réponse, l'île sur laquelle elle est née, qu'elle a quittée enfant, et où elle ne devait jamais revenir, Ouessant. D'entrevue en rencontre, Adèle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire, l'histoire de sa famille, et se rendre compte qu'un secret peut en cacher un autre. Voilà, il s'agit donc du nouveau roman de Laure Manel et c'est trop chouette, j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Trop cool. Il fait presque 400 pages. C'est mignon. Là, il y a plein d'avis sur ses précédents romans. Je trouve ça trop chouette. Bon bah super, trop cool. Il sera dans mon planning d'avril. Je le lis courant avril, ça. Trop cool. Next.
c'est une blague. On va rire, hein, parce que si ça se trouve, celui-là, c'est le même. Alors, le fait est que j'ai reçu celui-ci, que je n'avais pas demandé puisque je l'ai lu l'année dernière en grand format. Donc il est déjà dans ma bibliothèque. Quelque part, je sais pas où. Lucie Diamond, où es-tu? Il est là. Je l'avais déjà. Donc je n'avais pas demandé le poche puisque j'avais déjà le grand format. Bon. Bah, je vais le faire gagner, hein, je pense. Bon, je le remettrai après. En tout cas, j'en garde un souvenir plutôt sympathique de ce petit livre-là. Donc c'est cool. Par contre, bah, celui-là, pourquoi est-ce que je l'ai reçu 2 fois le même jour? Bon, bah, ça restera un mystère. Je ne sais pas ce qu'ils font chez Charleston. Ces derniers temps, il y a beaucoup de doublons ou de livres pas demandés. Je sais pas ce qui se passe. Tant pis. Il y en a un que je ferai gagner probablement. Hello! Me revoilà pour vous parler de ce roman, L'île des souvenirs de Christelle Duchamp, aux éditions L'Archipel. C'est le deuxième thriller de la semaine et alors je suis en train d'enchaîner les lectures suspense qui me rendent complètement barjo. Alors, cette lecture a été dingue. Pour l'histoire, on se retrouve avec Delphine. Delphine qui est une jeune étudiante à Lyon et qui, sous ses airs de petite fille modèle, enfin en tout cas ça c'est l'image qu'elle donne à ses parents, c'est l'image qu'ont ses parents d'elle, de filles assez sérieuses, notamment de par l'éducation assez stricte qu'elle a reçue. Mais en fait elle est en train de s'affranchir de tout ça et Delphine sort beaucoup. Et lors d'une sortie, lors d'une soirée, à la fin de cette soirée, elle se fait kidnapper. Elle se fait kidnapper et elle se réveille dans une pièce qu'elle ne connaît pas, menottée à un radiateur. Et là va commencer un drôle de calvaire. Elle va finalement être rejointe par une nouvelle victime. Je peux pas en dire trop. Je peux pas en dire trop parce que ce roman, il faut le découvrir. Ce que j'ai aimé, on va commencer par la construction. J'ai aimé la construction de ce roman où on passe de personnage en personnage. C'est construit comme ça. Donc on passe d'abord de Delphine, donc de l'avant-enlèvement et puis après des premiers moments de son réveil dans cette pièce. Puis après, on va passer à la victime numéro 2 au moment où elle rejoint Delphine. Puis après, on va passer à un flic. Puis après, on va passer à un profileur. Puis après, à une psychotraumatologue. Enfin, on passe comme ça, de personnage en personnage, et ça nous permet d'avancer petit à petit dans la résolution de l'enquête. Donc déjà, la construction du roman, je la trouve vraiment, vraiment fine, quoi, vraiment bien faite. L'intrigue est très bien pensé, c'est original et c'est très bien ficelé, très bien réalisé. C'est rempli de suspense. Et alors, la fin, le dernier chapitre, pas une seule seconde, je l'ai vu venir, pas une seule seconde, j'aurais songé à ça. Il n'y a pas un moment où j'aurais pu y penser. Et j'ai trouvé ça ultra brillant, vraiment ultra brillant. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que c'est vraiment un thriller à la fois original dans la construction et vraiment
je serais curieuse de savoir si certaines personnes ayant lu cet ouvrage avaient percé le mystère et avaient pensé cette fin. Bluffant. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été scotchée et c'est un pari gagné, quoi. À partir du moment où on arrive à un tel retournement de situation, je ne peux qu'approuver. Christelle Duchamp, bravo. Je sais plus si... Ah oui, non. Je me demandais s'il était dédicacé. Je sais pas si elle sera au Quai du Polar. Je vais au Quai du Polar le week-end prochain. Et on avait reçu une carte dédicacée parce que le roman était parti avant qu'il ait pu l'être. Ok, bon ben voilà, bref. Foncez. Et maintenant, moi, je vais me plonger dans ce roman-là. La petite fille sous la neige de Javier Castillo aux éditions Albin Michel. J'en avais beaucoup entendu parler, notamment parce que la série est sortie sur Netflix. Donc je lis le roman et après je me mate la série. Voilà, j'ai hâte. J'ai un petit papier à ouvrir. Ça s'appelle Playlist de Sébastien Fitzek. C'est un psychothriller qui nous vient des éditions L'Archipel. Ça sort le 6 avril. Il y a 384 pages. Je vous lis la 4e. Féline Jagot, 15 ans, s'évanouit sans laisser de traces sur le chemin de l'école. Alexander Zorbach, le détective privé chargé de la retrouver, tombe sur sa playlist et découvre que les titres préférés de la jeune fille ont été modifiés peu de temps avant son enlèvement. Ces chansons contiendraient-elles un message caché ? En les écoutant, Zorbach lui-même, hanté par la disparition d'un enfant, parviendra-t-il à découvrir où elle a été emmenée et surtout comment la sortir des griffes de son ravisseur ? 15 chansons à écouter, 15 chansons pour la sauver, et une playlist qui va plonger Zorbach dans un cauchemar éveillé. Ça a l'air hyper sympa, le concept de playlist comme ça, ça m'intrigue. Je demande à voir, enfin je demande à lire. 380 pages. Cool. Avril. Je suis en train de tous me les fouiller en avril. Je sais pas du tout comment je vais faire pour gérer. Je sais pas. Ceci dit, ces derniers temps, je lis beaucoup. Mon rythme s'est accéléré. Ne serait-ce que cette semaine, j'ai déjà lu 3 bouquins. Donc, si je poursuis sur ma lancée, ça devrait pas poser trop de soucis. Coucou, je reviens très brièvement faire un petit point lecture avec vous. Tout d'abord, j'ai terminé ce roman, La petite fille sous la neige de Javier Castillo. Je l'ai terminé ce matin. Là, je manque de temps pour vous en parler tout de suite. Donc, je reviendrai vous en parler dans le prochain vlog. Mais j'ai trouvé ça très sympa comme lecture. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Sinon, j'ai bien avancé dans la lecture de ce roman, La sœur à la perle, qui est le tome 4 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est publié aux éditions Charleston. Je le lis en lecture commune avec Eveline, qui est un petit peu à la traîne par rapport à moi, mais bon, ça va, on se tient. Alors j'ai pas mal avancé, il me reste plus grand chose, il doit me rester 150 pages, j'en suis là. Donc bon, je le lis beaucoup en lecture audio lors de mes déplacements, lorsque je vais au travail, en transport en commun. Bam, je me mets l'audible dans les oreilles et j'avance pas mal comme ça. Donc comme je travaille ce week-end, il y a des chances que je le termine d'ici lundi ou mardi. Voilà, donc pour info, j'adore. Voilà, je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai terminé, donc probablement la semaine prochaine. Mais j'aime beaucoup et j'avais des craintes parce que ce tome nous parle de Sissi, la sœur numéro 4. Et dans les premiers tomes, disons que c'est la sœur avec laquelle j'avais le moins d'affinité. Mais je suis agréablement surprise, donc voilà. Et sinon,
je vais commencer de ce pas ce week-end La chair de sa chair de Claire Favant, un roman dont j'ai entendu beaucoup de bien, il paraît qu'il est dingue, donc j'ai trop hâte. Donc voilà, je commence ça ce week-end, c'était ma mission de le lire pour le Quai du Polar. Celui-là est déjà dédicacé parce que je l'avais acheté à Mulhouse. Ouais, il est déjà dédicacé, je l'ai acheté à Mulhouse en octobre dernier plutôt. Mais je voulais le terminer pour pouvoir en acheter un nouveau éventuellement. Voilà, j'ai pas envie de trop cumuler de romans du même auteur non lus dans ma bibliothèque, mais voilà, ça sera une bonne excuse si je le termine. Je sais pas si, hein, je l'aurai terminé d'ici là, donc ce sera une bonne excuse pour en acheter un autre. Voilà, sur ce, je vous abandonne. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées de lecture. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite.